Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec la lutte contre l'hydre islamiste, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Notre République est attaquée par l'islam terroriste, l'islamisme politique. Attaquer notre République aujourd'hui ? Ah oui, nous sommes en guerre contre une forme de terrorisme islamiste, évidemment. Les attentats multiples sur le sol national l'ont montré. Oui, 5 arrestations d'ailleurs, 5 interpellations ce matin dans le cadre de l'enquête sur ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris. Est-ce que la République est assez ferme, franchement ? Est-ce que la réponse de la République est assez ferme aujourd'hui ? On est en guerre. On est en guerre contre le terrorisme islamiste. Oui. Et je pense que dans ce moment très particulier, quand on est en guerre, il faut savoir à la fois être très ferme, peut-être plus ferme, et en même temps garder raison sur un certain nombre de sujets. Moi, je ne confonds pas. Je n'ai jamais confondu, pour des raisons qui me sont à la fois personnelles, Oui. parce que je suis un élu local qui connaît des territoires qui connaissent parfois des attaques du communautarisme, mais aussi parce que je crois en la concorde nationale et à la promesse républicaine, les musulmans et ceux qui dévoient une religion et qui effectivement sont en guerre contre nous. Et ça, c'est un point très important à souligner. La liberté religieuse, il faut la consacrer, et c'est un point très important. Et il faut en même temps être très ferme. On a eu l'occasion d'en discuter récemment à propos des listes dites communautaires aux élections. Oui. J'ai été un de ceux, avec d'autres, à constater qu'aux élections européennes, la liste musulmane, je mets des guillemets, chacun comprendra ce que cela veut dire, parce qu'elle a été présentée comme ça. Elle a eu moins d'1% des votes nationalement. Les musulmans de France, ils sont français et ils votent pas selon leur religion. Ils vont selon leurs opinions politiques, évidemment. Mais dans certains quartiers de nos territoires, c'était le cas du quartier des Écrivains à Maubeuge, plus de 40% me semble-t-il de vote pour cette liste où il fallait imprimer son bulletin de vote. Ou dans certaines villes d'Île-de-France ou du sud de la France, cette liste a fait des scores très importants. Et fait naître, c'était la demande de ceux qui portaient cette liste européenne, je mets encore une fois des guillemets, des candidatures aux élections municipales. Moi, j'ai fait partie de ceux qui pensent qu'il faut sans doute réfléchir à cette question et voir comment on peut interdire, comment la République peut être plus ferme. Vous demandez l'interdiction de ces listes communautaires lors des prochaines élections ? Ça ne veut pas dire grand-chose, une liste communautaire à une élection. Oui. Donc il ne faut pas tomber dans la facilité. Alors, et Christophe Castaner a eu raison de le dire. Mais par exemple, moi j'ai été élu local, et je constate aujourd'hui qu'il n'y a pas grand-chose dans la loi, c'est le moins qu'on puisse dire, qui obligerait un élu local à respecter intégralement la laïcité, la même qu'on demande à ses agents publics. Le maire, lorsqu'il marie, ne doit pas, c'est le code général qui le dit, ne doit pas montrer des signes religieux. Mais moi, je serais favorable, c'est une position que je donne dans l'opinion, puisque vous me posez la question de la fermeté. Je serais favorable à ce que tous les élus de la République, les élus locaux, respectent la neutralité, la laïcité, évidemment, par principe, et que nous puissions empêcher, par exemple, quelqu'un de porter un signe religieux alors qu'il est élu municipal, dans sa vie d'élu local, évidemment, dans sa vie privée, il fait ce qu'il souhaite. Lorsqu'un élu... Mais comment faire ? En signant une charte ? Non, mais c'est très simple. Comment vous le faites dans les agents ? Les agents dans les mairies, ils respectent la laïcité. La dame qui porte un foulard, elle a tout à fait le droit de le porter dans la rue si elle le souhaite, chez elle, mais si elle est agent municipal, elle le retire et elle travaille de façon neutre. Pourquoi ? Parce que la personne qui vient à la mairie n'a pas à connaître votre religion, évidemment. Donc on pourrait évidemment étendre cette obligation de neutralité à tous les élus locaux. Vous savez, il y a très peu de jurisprudence aujourd'hui, il y a très peu de questions qui sont posées parce que jusqu'à présent, on ne se posait pas cette question. Je pense qu'elle se pose demain. Un élu qui demain dirait, moi, je rends obligatoire les repas confessionnels dans toutes les cantines. Ou j'interdirais aux femmes d'avoir des contacts avec les hommes. Aujourd'hui, ça n'est pas arrivé. Imaginons que demain, cela puisse arriver. La République, elle doit se défendre. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec la religion. La République doit se défendre et doit interdire ce genre de comportement. Donc moi, je suis à la fois pour qu'on comprenne que les Français musulmans, ils ont une envie très forte, c'est qu'on arrête de les distinguer par leur religion. Moi, mon grand-père, il était musulman. Il a servi la République. Il était harki. Il y a plein d'enfants et de petits-enfants de harki dans la République. Leurs parents, leurs grands-parents sont morts, ont été blessés, ont prié Dieu et en même temps le drapeau tricolore. Et ils ont choisi la France à un moment très difficile, par exemple. On ne va pas aujourd'hui les montrer du doigt, comme cet élu du Front National l'a fait, de façon tout à fait provocante. En revanche, on doit être très ferme sur le fait de dire qu'on se fiche de la religion dans l'espace privé et public, simplement dans des fonctions, celles de représentants de la République, dans l'application
des règles de la République, il n'y a pas de distinction à faire. Jean-Michel Blanquer préfère qu'une mère accompagnatrice de sortie scolaire ne porte pas le voile. Vous aussi? Oui, je pense que le ministre de l'Éducation nationale a raison. Simplement, moi, je préférais d'autant plus que les petits-enfants de la République continuent à aller dans les écoles publiques et privées sous contrat de notre pays. Le voile n'est pas souhaitable dans notre société, dit Jean-Michel Blanquer. Vous êtes d'accord? Moi, je dis qu'il y a aujourd'hui un grand problème. Avant de rentrer dans cette question qui est très intéressante, mais qui nous prendra un certain temps, le grand problème, c'est pas tout à fait celui-là, le premier des problèmes que j'ai vu quand j'étais maire de Tourcoing. Le premier problème, c'est que les petites filles de la République, elles vont pas toutes à l'école. Le grand problème, c'est qu'il y a aujourd'hui des enfants qui sont déscolarisés. Vous savez que aller à l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Et aujourd'hui, il y a dans des écoles hors contrat, et que Jean-Michel Blanquer contrôle de plus en plus, grâce notamment à une proposition de loi d'un sénateur, M. Gattel, qu'on a adopté et qu'on applique. La République est ferme sous Emmanuel Macron de ce point de vue. Et il y a plein d'enfants qui ne vont même plus à l'école hors contrat. Et il y a des déséquilibres dans des quartiers de la République. Moi, je l'ai constaté chez moi. Ça a été mon quotidien. Qu'il y avait moins de petites filles que de petits garçons dans les écoles. On les voit jamais, c'est des invisibles de la République. Alors que faire? C'est ça, mais c'est un travail très important que nous mettons en place. Alors peut-être que le gouvernement... Sanctionner les parents? Peut-être, mais je crois que la question se pose. Et vous savez, aujourd'hui, aujourd'hui, l'Éducation nationale fait ce travail. Moi, je le constate. C'est-à-dire que si des parents n'envoient pas leur petite fille à l'école pour des raisons confessionnelles, par exemple, on leur enlève leur... je sais pas. Aujourd'hui, c'est une liberté. Les allocations familiales, par exemple. Monsieur Bourdin, aujourd'hui, c'est une liberté. Aujourd'hui, le droit, la loi, c'est que vous avez le droit de ne pas mettre votre enfant à l'école, à condition, et il faut le contrôler, que votre enfant suit une scolarité. Alors il faut changer la loi? Mais attendez, on va déjà continuer, et ça me donne l'occasion de vous le dire aujourd'hui, de faire ce qu'on fait. Jean-Michel Blanquer, il fait un travail très important de lutte contre le communautarisme. Nous avons fermé des écoles hors contrat qui ne respectaient pas les principes de la République. Nous avons fermé d'ailleurs de nombreux lieux de radicalisation. Rien que dans mon département du Nord, les habitants du département du Nord le savent. À Grande-Synthe, par exemple, le préfet, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, a pris ses responsabilités. Il l'a fait également à Aumont. Nous fermons des lieux de culte qui sont contraires aux valeurs de la République. Nous expulsons des imams qui sont contraires aux valeurs de la République. Et pardon de le dire, nous fermons des écoles hors contrat où nous luttons très fortement contre le communautarisme. Simplement, peut-être que le gouvernement ne le dit pas assez. Il faut continuer ce travail. C'est très important, cette histoire de petites filles qui ne vont pas à l'école. C'est très important. Et ça nous prépare des drames pour demain. Et l'égalité républicaine, c'est que tous les enfants de la République... Sanctionner les parents, éventuellement. Et c'est surtout continuer à faire le travail que nous faisons. C'est effectivement contrôler et remettre dans le champ visible de la République tous les enfants, quelle que soit la religion de leurs parents, quelle que soit la couleur de peau de leurs parents, quelle que soit la nationalité de leurs parents. C'est ça la promesse républicaine. Bien, dernière chose, puis je vais passer au budget. Je voudrais revenir sur le voile à l'école, l'accompagnement des enfants en sortie scolaire. Est-ce qu'il faut interdire le voile pour les mamans qui accompagnent les enfants Alors d'abord, moi, j'aime pas qu'on utilise le mot voile. Foulard. Oui, mais c'est très différent. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Alors, foulard. Bon. Aujourd'hui, les accompagnants scolaires, la loi leur permet d'accompagner en gardant des signes religieux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés par le service civique. Il faut changer la loi. Bon. Moi, je crois que je vous ai répondu. Je suis comme le ministre de l'Éducation nationale. Je préférais que les femmes en République, en France, ne portent pas le foulard. Je respecte le fait qu'elles le portent. On a le droit d'avoir des préférences et de respecter le fait qu'elles le portent. Donc on ne change pas la loi. Pardon de le dire. Je pense que le premier problème, c'est la scolarisation des enfants. Non, je préférais. Mais Monsieur Bourdin, moi je vais vous dire, j'ai une vision. On ne change pas la loi. J'ai pas une vision idéologique ou livresque des choses. J'ai été et je suis toujours élu de Tourcoing. Oui. Bon, il y a des mamans qui accompagnent des enfants à sortie d'école. Elles portent foulard et elles font les gâteaux pour la fête des classes et vous leur dites bonjour et ça se passe très bien. C'est pas ça le problème de la République. Le problème fondamental de la République, c'est que les petites filles de la République, elles vont pas toujours à l'école de la République. C'est ça mon problème d'élu de Tourcoing. Voyez. Après, dans un monde de préférence, donc on oblige les parents à scolariser les enfants qui n'y vont pas. Je pense qu'en tout cas, il faut s'assurer, comme le fait aujourd'hui l'Éducation nationale, et le dire encore plus, s'assurer que tous les enfants de la République suivent une scolarité qui n'est pas un embrigadement religieux. Et je crie, moi, quelque chose que les élus locaux savent, c'est qu'il y a de moins en moins de petites filles dans certains quartiers qui vont à l'école par rapport aux petits garçons, et ça c'est inacceptable. Et chacun devrait s'intéresser à cette question qui nous prépare des lendemains difficiles si la République ne s'affirme pas. Projet de loi de finances, budget débattu à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Budget, certains l'ont qualifié de le budget des Gilets jaunes. Que répondez-vous? C'est un budget de baisse d'impôts. Oui.
dans la revendication Oui. des Gilets jaunes, il y avait Oui. aussi des baisses d'impôts. Oui. Oui. L'impôt baisse partout. Baisse d'impôt sur le revenu. À partir du mois de janvier, grâce à l'impôt à la source, vous le verrez sur vos feuilles de salaire et vos feuilles de retraite. Baisse de la taxe d'habitation. Pour tous ceux qui ont moins de 2 500 euros par mois, moins de 2 500 euros par mois, ça fait du monde, il n'y aura plus de taxe d'habitation dès l'année prochaine. Plus du tout. Ça, c'est 4 milliards. Et pour les autres, une augmentation de la taxe d'habitation, 1,1%, c'est ça? Ou 2%? Aujourd'hui, non le Parlement, c'était pas la position du gouvernement. Oui. Oui. Le rapporteur général qui fait partie de la majorité souhaite qu'on revalorise des bases, puisque Oui. vous l'évoquez Mais oui. aussi. Chaque Oui. année, on le fait. Oui, Bon. je sais, c'est pour ça que je vous le Les dis. élus locaux le souhaitent. Nous accepterons positivement l'amendement du Donc il y rapporteur aura une général. augmentation de la taxe d'habitation pour ceux qui vont continuer à la payer. D'à peu près 1%. Pour les 20% qui restent, comme chaque année, si j'ose dire. Les élus locaux peuvent, s'ils le souhaitent, baisser le taux de la taxe d'habitation par ailleurs. Mais, Monsieur Bourdin, Oui. Les gens qui manifestaient parmi les Gilets jaunes, ils étaient Oui. peut-être plutôt du côté des gens qui gagnaient moins de 2500 que plus de 2500. Il pouvait y avoir des exceptions. Enfin, ce que j'ai compris plutôt de mes contacts avec ceux qui manifestaient. Baisse de l'impôt sur le revenu, donc. Baisse de la taxe d'habitation. Défiscalisation totale des heures supplémentaires. C'était même pas dans le programme du président de la République. Il l'a accepté et il a écouté une revendication très forte. Par ailleurs, nous continuons à baisser l'impôt pour les entreprises, notamment l'impôt sur les sociétés. C'est une baisse d'impôt massive que le budget que je présente aujourd'hui avec Bruno Le Maire. Si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de Gilets jaunes. Vous avez vu ce qu'a dit François Fillon? J'ai pas vu ce qu'a dit François Fillon, j'ai lu Non, les dépêches. vous avez entendu? Oui, vous avez lu du moins ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un budget, effectivement, on baisse les impôts payés par les sociétés, un peu moins que prévu. Hein, un peu moins que prévu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne touche pas au déficit public, qu'on ne baisse pas le déficit public, la dette publique. C'est tout à fait faux. Quand je suis arrivé en responsabilité sous l'autorité du président, on était à 3,4%. Aujourd'hui, on est à 2,2%. On a baissé le déficit public de plus d'un point. Plus d'un point, c'est plus de 20 milliards d'euros. Ça veut dire ça. Alors c'est quoi? C'est la dette publique qui ne baisse pas? La dette publique, effectivement, elle est stabilisée. Chaque année, elle augmentait. Là, elle est stabilisée. Alors, elle est stabilisée. Et par ailleurs, Monsieur Bourdin, pardon de le dire, mais on a été aussi plus sincère que nos prédécesseurs. Puisque dans la dette publique d'aujourd'hui, alors qu'elle est la même que l'année dernière, il y a la dette de la SNCF. Rappelez-vous, c'était un débat il y a quelques mois encore, les Français, une partie des Français bloquaient en jour de grève la réforme de la SNCF que nous faisions. Ce que nous avons choisi de faire, Monsieur Bourdin, c'est sûr, c'est de continuer à être sérieux, mais particulièrement à écouter la France populaire et la France qui travaille. Alors, donc effectivement, la politique, c'est pas de rester sur son aventin et pas écouter le peuple. Voilà, si c'est ça, évidemment, ça se termine mal. La politique, c'est effectivement écouter ceux qui disent, dans les classes populaires, dans les classes moyennes, on veut vivre du fruit de notre travail. C'est ce qu'a fait le président de la République. Alors, les amendements, il va y en avoir beaucoup que vous 3000. allez... Oui, 3000. Le MoDem, par exemple, va proposer 10 tranches d'imposition. 5 aujourd'hui. Accepté ou pas? Non, nous, on ne souhaite pas Non. qu'on me dise... Excusez-moi, Monsieur Bourdin. On ne souhaite pas faire le grand soir fiscal chaque année. Parce que les Français, ils nous demandent deux choses. Ils nous demandent de baisser les impôts, de bien utiliser leur argent public, puis par ailleurs de ne pas changer la loi fiscale chaque année. Chaque année, un changement, c'est pas bon. Bon. Donc on a fait une grande... Pas de tranche supérieure à 45%. Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Pas d'augmentation. Pour personne. Il y aura une baisse Bon. pour la très grande majorité des Français. Et par ailleurs, on va se réjouir de l'impôt à la source, qui a bien fonctionné et qui nous permettra, dès le mois de janvier, de faire baisser l'impôt des Français. Bien, la fiscalité sur les carburants. Pas de retour de la taxe carbone, ça, on est bien d'accord. Non. Pas de baisse de la fiscalité sur les carburants. Non, il y a une question pour les poids lourds de 2 centimes. Oui. Voilà, mais qui pour payer la route. Mais je crois qu'il y a un débat en ce moment entre le ministre des Transports, Monsieur 2 Djebbari. centimes, vous confirmez, hein? C'est un travail que fait aujourd'hui le secrétaire d'État Confirmé. avec les professionnels. Et les années d'après? Non, mais moi je parle un budget, vous savez, c'est une haie après l'autre. Hein. D'accord. Comme disait ma grand-mère, on va d'abord s'occuper des trucs qui arrivent. Bon, le malus automobile. Oui. Alors j'ai vu un amendement qui propose que le malus automobile soit aussi calculé en fonction du poids du véhicule. Oui. Vous êtes favorable ou pas? Moi j'y suis pas favorable. Parce que je comprends la question. Il y aura un débat dans l'hémicycle. Donc vous direz non? Mais j'explique pourquoi, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous direz non, le gouvernement dira non. En tout cas, moi, j'y suis défavorable. J'y suis défavorable. Ça, c'est un amendement qui a été adopté vendredi. Oui. Donc, il faut prendre du temps de discuter, y compris avec la majorité parlementaire. Oui. Aujourd'hui, si vous avez une 3008, une voiture familiale, vous paierez ce malus. Ce sera un mauvais coup porté aux familles. Alors, peut-être que votre voiture, elle produit moins de CO2 que la Ferrari. Et la Ferrari, elle est souvent moins lourde que la Dacia ou la Peugeot 3008. Voilà, donc on aura ce débat. Je suis pas sûr que le poids du véhicule soit la mesure exacte de la pollution sur la route. Bon. En revanche, nous allons continuer à avoir des malus pour les voitures qui polluent.
et des bonus pour les voitures qui ne polluent pas. Et le malus va être augmenté ? Le travail très important. Non, on est en train de faire une refonte de la fiscalité écologique, mais elle ne doit pas toucher les familles, elle ne doit pas toucher les classes ouvrières. Je voudrais juste dire un point. On a fait l'année dernière quelque chose qui fonctionne, par exemple. Quand on a supprimé l'ISF, on a fait une taxe sur les voitures de luxe. Au bout du 36e chevaux... Ça marche mieux que les yachts. Ah, ça marche mieux que les yachts. Oui. Mais pour des raisons assez faciles, vous ne délocalisez pas votre voiture de luxe. Oui, c'est sûr. Mais... 36 chevaux au-dessus, par cheval fiscal, il y a un paiement d'une taxe supplémentaire. Ça rapportera 30 millions d'euros. Voilà une fiscalité à la fois écologique et, je crois, équitable. Et cet argent permettra de financer un certain nombre d'autres choses dans le budget. Puisque vous parlez de fiscalité écologique, écotaxe sur les billets d'avion, on est bien d'accord ? Il y a une fiscalité sur les billets d'avion. Quel montant ? Alors, je crois qu'elle est de 2 euros dans la classe affaires, me semble-t-il. 2 euros, vous êtes sûr ? Bon, d'accord. Bon, on est d'accord. Bon, 2 euros. L'IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui ne rapporte pas... Enfin, qui ne sert pas, qui est le remplaçant de l'ISF, qui ne sert pas l'économie, l'investissement. Vous avez vu le rapport du Sénat ? J'ai vu tous les rapports. Bon, le rapport du Sénat, ouais. Bon, le rapport du gouvernement. Et vous savez quoi ? L'ISF a été supprimé il n'y a pas 2 ans. Ouais. L'année dernière, c'est la première année que les Français qui payent l'ISF, ce n'est pas mon cas, je ne suis pas conflicté. Bon, ne le payent pas. Je constate que, par ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'investissements en France. Jamais eu. Alors qu'il y a une crise économique partout en Europe. Il n'y a jamais eu autant d'investissements en France. Et le chômage n'a jamais autant baissé. Alors moi, je veux bien qu'on n'en parle plus du tout, que les impôts baissent continuellement depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Continuellement. Et que le chômage baisse continuellement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. On a l'impression que les 2 grands mots des Français depuis que je suis tout petit, que je regarde la télévision, les problèmes des Français, c'est les impôts et le chômage. Les impôts baissent, le chômage baisse. Alors je veux bien que ça ne s'intéresse plus, mais peut-être que c'est la conséquence d'une politique économique et fiscale courageuse. Donc ce qu'on va faire, le président de la République l'a dit, on va évaluer notre politique fiscale, notamment est-ce qu'il fallait ou pas supprimer l'ISF, est-ce que ça a marché, mais on ne le fait pas au bout d'une année. Vous ne jugez pas le type qui fait les 42 km du marathon, au bout du 12e kilomètre, on ne lui dit pas alors est-ce que vous avez gagné la course ? Évaluation quand ? Ah bah l'année prochaine, sans doute. Sans doute l'année prochaine. On aura fait deux années pleines, on pourra commencer à regarder. Vous êtes capable de rétablir l'ISF si jamais ça ne marche pas ? Le président de la République a dit que si on évalue et qu'on voit bien que l'objet n'est pas en rapport avec ce qu'on avait souhaité, qu'on allait faire des modifications. Vous rétablirez ? Personnellement, je vais attendre l'évaluation. Et je crois que tout le monde va attendre l'évaluation. Si vous voulez mon avis personnel, c'est que je crois que la surfiscalité du capital, qui était l'ISF, marchait pas. Et d'ailleurs, c'était pas la peine de déposer un brevet. Donc il n'y aura pas de rétablissement de l'ISF. C'était copié dans aucun pays. C'était copié dans aucun pays. Et c'est tellement vrai, pardon de le dire, qu'aujourd'hui, je constate que les mêmes qui nous disaient fallait peut-être poser la question sur l'ISF, votent des niches fiscales sur l'impôt sur la fortune immobilière. C'est quoi la niche fiscale ? C'est 468 niches fiscales en France. Qui nous coûte. Vous allez en supprimer quelques-unes ? Qui nous coûte 90 milliards d'euros. Oui, bien sûr. On en supprime, me semble-t-il, 18 dans le projet de loi de finances. Mais je constate que les parlementaires, et parfois nous, on en crée 16. Donc on en supprime 2. Ça fait plus 16 moins 18. Voilà. Mais pourquoi il y a des niches fiscales ? C'est intéressant. En France, l'impôt est très très haut. Très très haut, parce qu'on fait aussi de l'impôt idéologique. Et on crée des niches, un peu comme on fait des trous dans un gruyère qui est trop lourd. Et on fait des niches pour permettre, alors il y a des niches tout à fait favorables. Coût pour l'État, 100 milliards. 90 milliards. Bon, ça baisse. Bon. Ça baisse, 90 milliards de niches fiscales en moins, sur 468 niches. Donc on va écouter le rapporteur général, qui a dit on va regarder tout ça, on va les borner et on va les évaluer, positivement. Il y en a qui sont très utiles, il y en a qui le sont moins. Alors j'ai 2 questions encore. La loi autonomie vieillesse. Oui, dépendance. Décembre, dépendance, oui. Le gouvernement proposera un projet de loi. Là, il va falloir dégager de l'argent. Ah bah oui, parce que c'est combien par an ? Grand sujet. Entre 6 et 10 milliards d'euros ? Alors, dedans, il y a de l'argent privé. Oui, donc, il faut regarder les choses. Le rapport Liébaud qui a été commandé par le gouvernement prévoit effectivement beaucoup d'argent, parce qu'il faut qu'on puisse On a l'argent pour ça ? C'est un choix, évidemment... Vous êtes ministre des Comptes publics ? Oui, je crois qu'on a l'argent pour ça. Je crois L'État va dégager combien pour cette loi ?
Alors, ce qui est intéressant, Monsieur Bourdin, c'est de regarder sur 100% de nos dépenses, il y en a déjà 55-56%, 56 euros sur 100 qui sont sur les dépenses sociales. Nous dépensons déjà beaucoup d'argent pour la dépendance. Simplement, c'est pris aujourd'hui dans les dépenses de santé en général. Bon, nous commençons à mettre les premières briques, pardon de le dire comme ça, d'argent pour la dépendance. Il y a plus de 500 millions d'euros qu'on met avant même le projet de loi. Notamment, Madame Buzyn, elle a porté quelque chose de très courageux. 500 millions, mais c'est rien à côté des 6, 7, 8 milliards. La loi n'est pas encore déposée. La loi n'est pas encore déposée. Donc il y aura... Avant même, pour montrer à quel point le gouvernement est au rendez-vous, avant même que la loi ne soit discutée et déposée, on met déjà une première brique. Oui, bon. Mais vous en mettrez d'autres. Mais oui, mais l'État... C'est budgété ? Mais bien sûr, mais l'État fait déjà beaucoup avec la sécurité sociale, avec les collectivités locales. Moi, j'ai géré 4 EHPAD quand j'étais maire. Il va falloir faire beaucoup plus sur Darmanin. Je suis tout à fait d'accord. Et j'aurais aimé qu'avant, alors qu'on voyait que la dépendance arrivait, on en fasse beaucoup plus aussi. Oui. Donc on va créer ce 5e risque, si j'ose dire, pardon de le mettre entre guillemets. On va en tout cas discuter de savoir comment on paye la dépendance. Oui. Et ce paiement de la dépendance, il est très important pour qu'on fasse des choses positives, mais c'est pas que l'État qui peut faire. Oui, non, mais on est d'accord. Il y a aussi l'argent du privé, il y a aussi les collectivités locales. Être obligé de s'engager à plusieurs milliards d'euros chaque année. Bien sûr. Bien sûr, parce que vous allez connaître sans doute la dépendance, et vos enfants seront peut-être dépendants pendant que vous serez dépendants. Ce sera les 40 ou 50 prochaines années. Dernière question, le PR de Flamanville, 8 ans de retard, on en est à 12 milliards 400 millions d'euros. Vous n'en avez pas assez, vous, ministre des Comptes publics, franchement? L'EDF est une grande entreprise. Oui, non mais oui. Elle a par ailleurs des difficultés, mais je vous le dis. C'est une grande entreprise. Et moi, je suis très fier d'EDF. C'est un très beau fleuron français. Très bien, mais... Elle a par ailleurs des difficultés. Difficultés parce que c'est à la fois une entreprise endettée, et c'est une entreprise qui essaie de répondre à l'injonction contradictoire de la société. Et ce que fait M. Lévy, qui est le PDG d'EDF, est un grand président. Ce que fait M. Lévy, aidé par le gouvernement, ce sera une réforme de l'EDF, qui permettra peut-être de régler un certain nombre de problèmes. Et parmi les problèmes, il y a effectivement le fait que le PR ne sorte pas. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je ne suis pas le ministre en charge de l'EDF, mais en tant que ministre des Comptes publics, il m'arrive de recevoir périodiquement, et c'est toujours un plaisir, le président d'EDF, et de discuter avec lui de ces sujets très importants. Et c'est pas un plaisir de voir la facture s'alourdir, j'imagine. Non, mais en même temps, il y a peut-être une difficulté que chacun voit. Et la filière nucléaire française, c'est une belle filière. Et en même temps, la consommation d'énergie en France, pour les entreprises comme pour les ménages, elle est moins chère qu'ailleurs. Et en même temps, la France, elle est autonome en énergie par rapport à ses voisins. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et moi, je ne suis pas de ceux qui appuient sur les difficultés lorsqu'il y en a. Merci Gérald Darmanin. 8h56 RMC BFM TV.